basée dans les Hauts-de-Seine, à Châtillon, dans le 92. C'est une association qui existe depuis janvier 2012 et qui intervient dans 4 domaines, donc le sport, l'éducation, la culture et l'humanitaire, la solidarité. Le principe de l'association, en fait, c'est qu'il a pour objectif d'inciter les jeunes à être des acteurs de la société en montant leurs propres projets, on se veut de donner l'exemple en fait pour motiver nos compères, surtout les jeunes, à être acteurs, à arrêter de quémander. Voilà, notre leitmotiv, c'est de dire que si on a un projet, on n'a que se retracer les manches et d'y aller. Donc voilà, on a intervenu. Donc un des principaux également aussi, c'est de dire que les personnes qui proposent le projet sont des référents et que toute l'association en fait fait le maximum pour faire en sorte que le projet puisse aboutir. Donc parmi les projets qui sont les nôtres, on organise un brunch là, dans 2 semaines, le 26 novembre exactement, un dimanche, donc, dans notre quartier, qui a pour objectif donc, à la fois de réunir les acteurs associatifs, les personnes habitant dans le quartier, mais aussi en fait, les familles, les collègues, etc. Donc ça se fait dans une ambiance conviviale. C'est la 2e édition, la première édition s'est vraiment très bien passée. On a même été un peu dépassé par le nombre, on n'attendait pas autant de monde, donc on espère que ce sera au moins la même chose. Et voilà, c'est aussi une occasion de parler de notre projet, dont un projet qui nous tient à cœur maintenant, qu'on réalise depuis 2 ans, qui s'appelle Epsilon contre le cancer, qui a pour objectif de récolter des fonds pour acheter du matériel médical et l'acheminer au Sénégal dans un centre hospitalier. Donc voilà, l'ensemble de ces fonds nous permettra de réaliser entre autres ce projet. On prévoit d'aller sur Dakar au mois de mars 2018 pour réaliser ce projet. Donc on aura, et sur place à Dakar, on réalisera aussi plusieurs actions, des actions de prévention. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, en fait, la population, le sujet du cancer, c'est un sujet qui est tabou. Les personnes, malheureusement, qui sont avec peu de moyens, sont malheureusement peu informées sur la question. Donc voilà, donc on prévoit de la prévention, une action sportive où on va réunir des entreprises autour d'un tournoi de foot, et aussi un concert avec un groupe qui s'appelle Daraji Family. Peut-être que vous connaissez un des chanteurs qui s'appelle Fada Freddy, et aussi un artiste d'ici qu'on va ramener au Sénégal. Donc pour l'instant on ne vous en dit pas plus parce que c'est dans les clous, et voilà, donc restez connectés sur notre actu. Donc on a une page qui s'appelle Epsilon Assos sur Facebook, donc je vous invite à la liker. Je suis arrivé à 1 an à Grigny, en 81. S'il y aura un hôpital à Grigny, ben oui, je suis allé à Grigny effectivement. Et je suis dans mon associatif depuis 98. On a commencé par des concerts et fait de la solidarité internationale au Sénégal, entre autres. Et depuis peu, j'ai travaillé avec pas mal d'associations, dont Kizo, du Job Training, Jeune Aumône, une association qui fait des maraudes sociales et qui nourrit les sans-abri tous les mercredis et tous les vendredis sur Paris. D'autres associations qui s'appellent Révèle-toi sur Grigny, qui s'occupent des femmes dans les quartiers populaires et qui les aident dans leur démarche administrative et qui les aident dans leur bien-être en faisant du sport. Une association qui s'appelle Impact, où on fait du cross-training et de la boxe, et on entraîne aussi des femmes de 19 à 50 ans, 60 ans, plus des enfants. Et on a l'association Bloc Rock Music avec laquelle on organise des événements, c'est-à-dire des festivals, dont un événement qui s'appelle Mon Festival, où on invite des gros artistes internationaux du genre Onyx, Amadou et Mariam, Psychiatre de la Rime, Lloyd Banks, des choses comme ça, pour éclairer les jeunes artistes. Et depuis peu, on a développé la branche Bloc Rock Radio. Et en 2014, en fait, cette branche, on développe un média. Il y a des émissions qu'on a mis en place, dont la Néo Musique qui s'est transformée en Néosphère, qui était plus artistique. Et depuis 2016, on a développé une émission qui s'appelle Disons les choses, où on a constaté un manque dans le monde associatif, c'est la visibilité. C'est-à-dire que quotidiennement, les associations mènent des actions, et on s'est rendu compte que ça manque d'image, ça manque d'interviews, ça manque de témoignages.
Et on s'est dit avec mon gars Comble, le couteau congolais qui sait tout faire, on s'est dit à un moment donné, on va aller interviewer les gens et prendre des images sur les événements et en faire des reportages. Et amener les gens aussi dans nos locaux pour les interviewer. Donc il y a Disons-nous les choses, il y a Fréquence Rap aussi qu'on a fait, le premier c'était à Sarcelles, avec Santine Sarcelles, Nabil et toute l'équipe, là, DJ Dash, Boule, et les autres, Driver, et aussi Moussine. Donc Fréquence Rap, le concept c'est à un moment donné d'aller interviewer les précurseurs du rap, et en parallèle avec l'histoire des quartiers de France. Donc voilà, puis il y a la Bloc TV qu'on a fait développer, c'est-à-dire que nos émissions, à un moment donné, on se dit, on subit l'information, on subit certaines émissions, ben on va les faire en fait. Et on propose à tout notre réseau, c'est-à-dire du matériel, des locaux, 6 caméras, des ingénieurs du son, des ingénieurs lumière, on rentre en partenariat ensemble, pour entrer dans notre programmation et en contrepartie, ben, tu fais votre émission, un plateau télé et tout ce qui va avec. Donc à un moment donné, nous on s'est dit qu'on va s'approprier un petit peu les médias. Certains nous ont dit comme quoi on était un contre-poids médiatique, c'est ça. Nous on ne s'est jamais donné de qualificatif, mais vraiment ça me convient, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et aussi je suis président de l'association 91, qui est une antenne de l'association 93. Et on fait de la prévention de la délinquance sur Grigny. Sur Grigny, tout récemment, il y a eu des faits très douloureux, c'est-à-dire qu'il y a 2 jeunes qui ont perdu la vie suite à... Voilà, ils se sont pris une balle dans la tête, suite à un conflit avec une tierce personne. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer la situation, mais avec les habitants de Grigny, plus les mamans, les papas, on fait un travail, quoi. Donc justement, par rapport à cet événement, le 2 décembre, on organise un événement sur Grigny. C'est-à-dire qu'on veut réunir un petit peu des gens de tout profil, de tout milieu, qui exposent un petit peu leur parcours de vie. Et en fait, faire un dialogue aussi avec les mamans, parce qu'il n'y a quand même pas assez la parole selon nous. Avec des papas aussi, les plus jeunes, qui a vraiment un dialogue et qu'à un moment donné, on arrive à mettre en lumière des profils et donner de l'espoir un petit peu à la jeunesse. Parce que Grigny, il faut comprendre que Grigny est la ville la plus pauvre de France. 44,8% de pauvres. Ça a été retenu par l'INSEE tout récemment. Tout le fait qu'il y a un gros phénomène de précarité, que j'aime pas trop parler de délinquance, toutes ces choses-là, mais voilà, c'est un petit peu dû à ça. Donc voilà, on vous invite à aller sur nos réseaux, voir un petit peu ce qu'on fait et voilà, voir la Bloc TV. Après, Tour de Quadran, c'est vraiment tampon entre toutes les associations dont je viens de vous parler. Donc j'ai dû oublier plein de choses. J'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Tous les gens chez nous. Comme il a dit, il y a beaucoup de choses à noter. Sur Facebook, vous allez retrouver sous plein de noms. Il y a Bloc TV, il y a Disons-nous les choses, Fréquence Rap, La Récré, pour les principaux. Donc voilà, je vous invite à les regarder parce que c'est des très belles émissions qui sont faites de manière humaine. Ce n'est pas des médias de masse qui sont financés par des grands groupes, etc. C'est des personnes qui viennent interviewer, ce qu'on peut dire les sans-voix, ce qu'on n'entend jamais. Ils vont faire des reportages et des documentaires là où personne n'est intéressé. Et je tiens aussi à faire un hommage à Bouba et son équipe parce qu'ils sont avec nous depuis le début. Ça fait 7 éditions que c'est à nos côtés, en vidéo, etc. Et nous, on est beaucoup touchés par ça. Ibrahim et moi-même, donc Yasmine Dayati, je suis la présidente et fondatrice de l'association Espoir et Création située à Garges-les-Gonesse. Donc nous en fait on a mené un projet qui s'appelle Urban Street Reporter depuis 1 an et demi. Et donc c'est un peu comme Bouba, l'idée c'est de donner la parole essentiellement aux jeunes à travers des interviews, des émissions. Et donc, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai pas trop de voix, donc excusez-moi, je vais laisser Ibrahim parler. On n'avait pas vraiment prévu de passer là, vraiment aussi. Donc là, pour continuer sur ce que disait Ine, nous on a créé un média il y a maintenant 1 an et demi qui s'appelle Urban Street Reporter. Alors quand on l'avait créé au départ, c'est parce qu'on avait fait le constat que souvent dans l'actualité, dans les grands médias, on parlait souvent des choses qui nous concernaient et on le faisait sans nous. Et c'est à partir de ce moment-là que nous on a décidé de créer ce petit média entre nous dans notre petit local de Garges-les-Gonesse. Un média pour les jeunes, mais aussi par les jeunes. C'est-à-dire qu'on essayait de parler de sujets qui concernent les jeunes, mais aussi de le faire avec eux. Et ça on le faisait à travers différentes choses, à travers des micro-trottoirs,
à travers aussi des articles qu'on écrivait, à travers des rencontres qu'on faisait avec différents professionnels de différents domaines. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de leur faire rencontrer des personnes aussi, et par la même occasion, d'essayer de les initier au journalisme. Parce que pour nous c'est important de prendre la parole, d'aller chercher l'information, de traiter l'information, de prendre des sujets, d'en parler, d'en débattre. Et donc de fil en aiguille, il y a maintenant 1 an, on a créé une émission aussi qui s'appelle l'USR. Donc une émission de talk, de débat, donc il y a 4 personnes autour de la table avec un journaliste. Et donc on prend 1, 2, parfois 3 thèmes et on essaie de débattre. Par exemple aujourd'hui on était avec Bouba qui était dans nos locaux juste avant. Et donc on a débattu notamment par rapport à la place des nouveaux médias comme nous, leur rôle, leur poids dans la société. Et voilà, on essaie de s'intéresser à vraiment tout, pas uniquement des choses qui touchent les quartiers populaires. Toutes les fois, disons-nous les choses, on a fait aussi Le Parisien, double page dans Libération, on a fait France 24, Ouma TV grâce à Rukia qui est là et qu'on remercie aussi. On a fait plein et c'est pas terminé encore parce qu'il y a des France 3 et plein de monde qui sont derrière nous. Ils viennent la prochaine fois, la prochaine. En tout cas, on voulait tous les remercier et aussi le média qui est là avec nous, c'est un média franco-américain qui nous a repérés d'une certaine manière et qui nous a sollicité aussi. Vous êtes les bienvenus, on vous remercie. Et puis voilà, vraiment pour vous dire que chaque chose, il n'y a rien qui tombe, tout est gardé pour nous. Même si on n'en parle pas, il y a chaque chose, il y a même des journalistes indépendants qui écrivent de leur côté, qui partagent des WordPress, on a beaucoup aimé, ça nous a touché aussi. Et que voilà, merci à tout le monde, merci de nous suivre à chaque fois et d'être là ce soir. Touté va parler d'un projet qu'on a monté il y a quelques mois maintenant, au début de l'été, qui s'appelait Diversité. Je vais essayer d'expliquer déjà le projet pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Diversité, on a eu l'idée de faire écrire en fait n'importe qui. Alors Diversité, on l'a écrit avec le chiffre 10, des vers de poésie et cité qu'on cite en fait. Et ça donnait le mot, enfin, diversité également. Et le thème est sur les origines. Donc on a eu plus de 80 poésies sur bibliothèque qui ont été rédigées par diverses personnes. Beaucoup, c'était la première fois qu'ils écrivaient. On a vraiment été très émus par la beauté des poésies. En fait, comme quoi on n'a pas besoin d'être de grands écrivains pour écrire de belles choses en fait. Et bon, le concours après c'était au nombre de votes, donc voilà, au nombre de likes qu'on a choisi parce que pour nous elle était toute belle et elle méritait toute d'être mise en avant. Donc on a eu les 3 premières, malheureusement les 2 premières ex-aequo n'ont pas pu être là parce qu'il y en a, voilà. Et d'ailleurs c'est 3 filles, les gagnantes. Donc il y en a une qui habite dans le sud de Saint-Mignassin, malheureusement donc elle ne pourra pas être là. Et Karima Talbaoui aussi qui fait un déménagement donc qui n'a pas pu venir. Mais on a notre 3e vainqueur ici. Notre grand vainqueur. Ouais, voilà. Fétia qui est là. Fétia. On voulait remettre les cadeaux, donc on a préparé des petits cadeaux à notre manière, hein, c'est un peu franqué. Comme c'est bibliothèque, vous vous doutez que dans les cadeaux il y a des livres. Oh, bravo. Il y a des livres. Et aussi, Touté, le deuxième cadeau aussi avec les livres, c'est en fait 2 places pour le spectacle de leur choix au théâtre du gymnase. Donc voilà, on les remercie aussi pour... en fait, c'est 2 places à choisir dans les spectacles que vous voulez, quand vous voulez au théâtre du gymnase. Donc voilà, on voulait offrir les livres de nos amis qui ont accepté qu'on les offre pour... Donc c'est Farid Talba, de l'Écho des Cités, qui a écrit les contes de Mimoun Veste de Paille. Mimoun Guélaï Veste de Paille. Donc c'est des histoires du monde maghrébin dans les années 80, même plus tôt, je crois, même 70, je crois, à Paris, etc. Donc c'est assez sympa. Et le livre de Nadir Dendoun, Lettre ouverte à un fils d'immigré. Que personne ne connaisse, très bien, ça, félicitations. Merci beaucoup. Comme les places, elles sont virtuelles, en fait, quand je les ai données. Voilà, et c'est pas fini. On voulait aussi remercier, faire un spécial hommage, s'il vous plaît, un spécial hommage à Fétia. Kader, va écouter, Kader, viens écoute, pour une fois. C'est son mari. Et donc on voulait faire un spécial hommage à Fétia pour tout ce qu'elle fait pour toutes les associations. Je vous garantis dans toutes les... bonsoir. D'accord. Dans
tous ceux qui sont dans l'associatif ici connaissent Fétia pour ce qu'elle fait. Elle est souvent derrière les marmites, il y en a qui sont derrière la caméra. Elle ne dort pas, Fétia va continuer. En fait, Fétia, elle fait partie de mon association, elle agit d'elle-même et souvent elle donne énormément de son temps, de son énergie, que ce soit matériellement, physiquement et tout, vraiment. Et elle est vraiment partout pour tous les démunis et depuis des années on est ensemble et vraiment on voulait la remercier parce que c'est très très rare et elle mérite vraiment Question marketing, elle n'est pas très balèze. Il y a la marmite qui bouge. La marmite qui bouge, bon, on prépare des repas. Vous pouvez voir sur la page des belles photos qui vont vous donner faim, j'espère. Et vous pouvez aussi suivre avec Pokia sur Ouma TV les recettes de... comment ça s'appelle le nom? Speed Kitchen. Speed Kitchen sur... eh oui, les petites mains que vous voyez, c'est fait en fait, sur Ouma TV. Donc voilà, je vous invite à regarder. Et ça, c'est les cadeaux pour les autres. Comme ça, vous avez des preuves qu'on n'est pas des voleurs. Ok. On fait quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui voulait lire son poème? Juste une anecdote avec Fétia, une fois on voulait lui offrir un cadeau et on n'a pas eu le temps d'aller l'acheter, donc du coup on lui a passé de l'argent qu'elle n'a pas pris, j'ai dû le cacher, je ne sais même plus où chez elle. Ouais, elle l'a caché dans la cuisine. Ouais. Et après en fait elle a pris l'argent, elle est partie faire des courses, elle a fait à manger, elle est partie distribuer ça aux migrants, aux SDF, voilà, Elle a dit comme ça c'est de votre part. Et maintenant j'invite quelqu'un aussi pareil qui est avec nous depuis le début, c'est un honneur de à chaque fois le mettre en avant parce que par sa plume, vraiment il nous emporte ailleurs. C'est un honneur aussi parce qu'il est sarcellois, donc c'est une fierté pour nous. Pour certains d'entre vous le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas encore, vous allez accrocher tout de suite. Il s'appelle Eladj et c'est un slammer qui va nous faire l'introduction de Hanel Shairi. On lui laisse un long moment, c'est comme si c'était sa vraie première partie. Allez, ben, merci Eladj. Au secours, docteur, j'ai un style obscur, est-ce une maladie? Je ressens comme une mélancolie, ce n'est pas de ma faute. L'État, la société m'aide. Merde, il n'y a pas de remède, j'aime la mélodie. J'écris avec un sang-froid, ni loi, ni droit, qu'une fois. Écoutez, je ne suis qu'une voix parmi tant. Intermittent du verbe pour les bonnes causes, militant à langage de mitin, pas militant pour les esprits éteints et puritains. Trop de faits, diversion pour ne pas qu'on capte leur action. Trop de secrets à croire qu'ils couchent, stère ou enfermés dans leur monastère. Ils disent, laissez-nous faire, on maîtrise l'affaire, méprise les croyants, contrôle la sphère, mais pas l'univers, sabre. Sans vergogne, ils s'emparent avec force, déterminés sur mes rimes, pour un prolétaire comme les vergogne. Mon but, faire du bruit dans la masse, et court leur dire que leurs discours sont transparents comme l'espoir. Ils nous laissent croire voir ce qu'ils veulent. Ici c'est la jungle, après s'étonne pourquoi les jeunes gueules ont tous un gun. Tellement de haine que pour rien, on dégaine. Combien sont partis? En commun nous avons tous quelque chose. De mes textes, je pense à vous, des souvenirs, j'en ai des doses. Dans la vie, devant une force, il y a ceux qui résistent et ceux qui collaborent. Leur réussite fuite élabore. Au royaume des aveugles, le roi se le borne, avec ou sans corne. Pour te dire ça, j'ai fait plus de 666 000 bornes. Ici ça grogne, on vit dans un monde de requins. Va pas là où t'as papier, une pensée pour les sans-papiers, à babier. Certains frères, à cause de l'argent, en l'âme sale. Mais qui suis-je pour les juger? J'accepte leur salaire, shalom, comme un seul homme, le petit dirigeait ce monde. J'ai du mal à diriger leur magouille immonde, faut qu'on inonde les ondes, qu'on me laisse quelques secondes. Il y en a marre, ils nous traitent des délinquants pratiquants. Normal qu'on l'élève dépasse le maître, trafiquant. Depuis quand? Je ne sais pas, mais depuis le temps, ils veulent nous soumettre. Parce que nous sommes hors de leur jeu truqué. Il faut même voter les morts sans remords. Des traqués, on lève parce que matraquer, traquer sans nous penser. Il ne faut pas craquer, frapper là où il faut. Leur faire plaisir, je ne suis pas là pour. Je ne suis pas un apôtre. Rien à foutre. Pur sont mes récits. Jamais de lumière, un croix qui fait toujours noir ici. Des sourds. C'est dur de vivre ainsi. J'insiste. Assister une personne, c'est l'idée à creuser sa tombe. Bien. Toujours au zénith, laissez-moi vous bercer, percer, vous verrez l'envers du décor. Si tu veux quelque chose, il faut persévérer. C'est pour ça que Père était sévère. Aujourd'hui, sans rature, je t'en permets dire. Moi, je rêve pas de succès, sinon depuis le temps, tout seul. Je ressuscite. Alors, je tue le temps avant que le temps me tue, m'entends-tu? Ce monde pue. Qui est qui? On ne se demande plus.
Dans mon style, j'ai pas d'ego. Si t'as pas capté le message, rattrape mon écho. Si tu kiffes pas, laisse. Tu manques le peuple, trip. Moi, je ne tourne plus autour du pot. Je pisse dedans. Je suis pas sale, je suis pas seul. Dans la mer, on est tous des doigts. C'est pas gay ce que je dis, c'est vrai. C'est dans l'espoir qu'on se révèle. Je continue? Oui. Rien n'a changé. Alors, rien n'a changé, ce titre, il est personnel parce que moi je suis né en Afrique, j'ai réalisé à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui je viens d'avoir 44, ça ne voit pas sur le visage. Et, je suis retourné chez moi 30 ans après. Rien n'avait changé. Tout le titre, rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes qui vivent dans le danger. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes qui veulent manger. Rien n'a changé. C'est toujours les mêmes qui veulent se venger. Toujours les mêmes qu'on traite d'étrangers. Étrange. De moi on dit que je suis dérangé. C'est vrai. J'écris des vers souvent sévères, un visage découvert. Trop de faits divers mais toujours bien verts. On cherche l'ouverture, on perd nos vertus, on court vers l'inconnu. La première victime, le camion qui a tué 86 personnes et a fait plus de 400 blessés, voilà, on n'a pas raté malheureusement de ma famille. Dans ces moments-là, on pense toujours que ça arrive qu'aux autres et c'est vrai que ça a été un gros chamboulement dans ma vie. Et à la base, voilà, je suis maman de 2 enfants, j'étais en congé parental. Juste avant, je suis redevenue préparatrice en pharmacie. Et j'ai arrêté, voilà. Donc tout ça, ça a chamboulé ma vie. Dès que j'ai appris la nouvelle le soir même, j'ai d'abord appris sur les réseaux sociaux. Puis ensuite, je l'ai appris par mon frère, en fait, parce que je voulais savoir ce qui se passait. Et malheureusement, la crainte que j'avais au fond de moi, comme tout le monde, elle s'est avérée être positive. Et donc j'ai appris la nouvelle dans la soirée. Je ne sais pas si j'ai vraiment réalisé, même au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore si mon cerveau a réellement réalisé ce qui m'arrive. Je suis partie, malheureusement, comme je suis à 1000 km, il n'y a pas de train, pas de vol le soir, donc du coup j'ai dû attendre le lendemain matin. Donc rester toute la nuit chez soi en tournant en rond, voilà, ça a été quelque chose de très difficile. Et je suis arrivée le matin à Nice, à 9h du matin, et malheureusement, j'ai vécu un autre périple, dans le sens où la promenade des Anglais était fermée pour la police scientifique, etc. Donc pendant 4 jours, j'ai bataillé pour juste essayer de voir ma mère, pour réaliser ce qui m'arrivait. Et donc voilà, pendant tout ce temps-là, j'ai bataillé, j'ai fait des allers-retours dans les hôpitaux, j'ai appris les différentes familles qui ont été touchées, dont j'en connaissais 3 ou 4, qui étaient donc des anciennes camarades de classe qui ont perdu elles-mêmes leurs membres de leur famille. Et ce qui s'est passé aussi, malheureusement, c'est que je n'ai pas eu le droit à un deuil correct. Déjà que j'ai perdu ma mère dans des conditions pas normales, si je puis dire. C'était pas une mort naturelle. Donc, le premier soir, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas encore arrivée sur les lieux. Il y avait ma famille qui était autour de ma mère. Elle était juste recouverte d'un drap et une voiture qui s'est arrêtée et qui a dit à ma famille c'est bien fait pour vous, bande de terroristes, cette fois-ci c'est votre tour. Donc ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Ensuite, la première fois que je suis retournée sur les lieux où elle est décédée, un homme qui est passé derrière nous et qui nous a dit texto, on ne veut plus de ça ici, on ne veut plus de vous ici. Et
enfin voilà, à ce moment-là, on lui a rien dit. Comme a dit le slammer juste avant, on a gardé le contrôle. Mais je pense que c'était plus le choc de cette personne parce que on avait des roses dans les mains, etc. Je vous raconte tout dans les détails. Hein. Après, si je suis trop longue, vous me dites que je vais m'arrêter. Donc ensuite, voilà, 10 minutes plus tard, on part récupérer nos voitures et il y a un monsieur qui se tient debout à côté d'un café, qui était bandé, et qui nous dit ben c'est bien, cette fois-ci vous sortez en meute. J'étais avec mes sœurs qui sont elles-mêmes voilées, avec mes cousines, enfin voilà, des membres de la famille. On n'était que des femmes et on lui a dit laissez-nous tranquilles. On vient de perdre notre mère, enfin voilà, laissez-nous tranquilles. Et Valu il répond tant mieux, ça en fait une en moins. Donc à ce moment-là, c'est vrai que la colère, je crois qu'elle est montée. Ma soeur elle a dit mais honte à vous, enfin voilà, taisez-vous. Voilà, on ne savait pas quoi faire et je crois que le plus choquant en ce moment-là, c'est pas réellement la stupidité de ce monsieur. Je pense que ça a été le café bondé ou la personne qui répond, personne qui nous défend. Je suis une dame qui se retourne, une vieille dame, en train de manger, qui dit vous savez monsieur, vous avez raison. Donc ça a été un coup de foudre en fait. Ça a été, je comprenais, j'étais désarmée, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait à ce moment-là. Puis un jour, il y a France 3 qui me rappelle, parce que j'avais déjà parlé avec eux par rapport à l'histoire de ma mère. Puis ensuite, elle me dit est-ce que vous avez senti des petites tensions raciales, etc. Et je lui dis ben écoutez, en fait, on s'est fait agresser. Et bizarrement, je ne voulais pas en parler. Et elle m'a convaincue, elle m'a dit mais non, c'est important d'en parler, etc. Il faut le dire. Et moi, j'avais peur, en fait j'avais peur, je ne sais pas pourquoi, j'avais peur. Donc au début elle est venue me filmer, donc c'était en anonyme. Et ensuite elle me dit non mais écoutez, moi je trouve ça désolant et enfin, voilà, il faut en parler. Et je la remercie parce que grâce à elle, elle s'appelle Camille Lutin si je ne me trompe pas. J'en ai parlé. Et suite à ça, ça a été voilà, plus facile. Et ensuite grâce au magazine L'Obs, c'est Elena Brunier, qui est aujourd'hui ma co-auteure, avec qui j'avais sympathisé, qui a fait la vidéo, qui a fait 3 millions de vues. Et là où je parle justement de ces agressions et de l'amalgame, de la WP. Et suite à ça, en fait, voilà, ça a été tout un chemin, en fait. Et il y a même pas 2 semaines après, la maison d'édition à Martinière qui nous ont contactés, qui m'a proposé de faire un témoignage. Et j'ai accepté immédiatement parce que sans même qu'ils viennent me chercher, c'était déjà un projet, je m'étais dit il faut que j'en parle en fait, il faut que je montre le contraste entre ce monsieur qui a conduit le camion et ma mère. Pour lui il parle d'islam, mais pour moi c'est pas du tout ça en fait. Donc il fallait que je l'explique malheureusement, et même si il y a des personnes qui m'ont déjà dit oui mais tu te justifies, moi pour ma part j'ai l'impression de me présenter parce que il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'islam. Et donc suite à ça, voilà, je me suis lancée dans l'aventure du livre. Ça a été très difficile et très bénéfique à la fois, dans le sens où combien de fois j'ai dû pleurer sur les démarques à me poser quelques questions, mais parce que c'était que quelques mois après, il fallait le faire en 2 mois, enfin voilà. Et puis voilà, donc après le 19 janvier il est sorti et ça a été vraiment une thérapie dans le sens où je me suis vraiment délivrée, j'ai voilà, déposé mes mots et ça a été, même pour ma famille, ils l'ont toujours pas lu d'ailleurs, mais c'était même pour ma famille lorsque je les appelais, enfin voilà, j'ai fait participer un peu tout le monde au sujet des anecdotes, etc. Et là ça a été plus facile. Ça a aidé tout le monde en fait, toute ma famille. Donc, tout le monde a participé à cette thérapie et voilà, j'en suis fière, j'en suis très contente et voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez des questions. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, est-ce que ça t'a... Tu parles de thérapie, que c'est l'écriture du livre qui a servi de thérapie un peu. Est-ce que ça t'a ramené en fait? L'écriture du livre m'a servi dans le sens où ça m'aidait quelque part à calmer ma colère en fait, parce que la double peine
on en entend parler, on le voit, on voit quelques petits articles, des vidéos, mais quand on le vit, c'est vraiment compliqué. Donc, quelque part, le fait d'exprimer ma colère dans un livre, ça a été vraiment bénéfique. Après, c'est vrai que d'un point de vue psychologique, je mentirais si je dirais que c'est pas ma... Enfin, voilà, honnêtement, 90% de ma thérapie, ça reste quand même ma foi. C'est une réalité, c'est la corde à laquelle j'ai décidé de m'accrocher et c'est grâce à elle que j'ai pu avancer, j'ai pu avoir un peu de force et du courage. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour le témoignage. Je voulais savoir si tu avais fait le deuil déjà et tu disais tout à l'heure que les gens te disaient que tu te justifiais quand tu parlais de ta religion, etc. Comment tu as vécu ces moments-là en fait? La foi qui nous différencie de d'autres citoyens. Et justement, après les événements de Nice, tu as été amené à rencontrer différentes personnalités politiques. Est-ce que justement ils ont entendu ce message-là qu'ils essaient de transmettre? C'est-à-dire de ne pas faire l'amalgame entre le voile, l'islam, le terrorisme, etc. Est-ce que ça a été entendu pour toi? Oui, c'est vrai qu'on en parle brièvement. J'ai parlé avec Cécile Duflo qui me donne vraiment très charmant, très intéressant. Et oui, c'est vrai que lorsque je lui parlais de l'amalgame, etc., elle était choquée et elle aussi, elle ne comprenait pas cet acharnement. Après, j'avais rencontré le président de la République, mais bon, ça c'est deux mots. C'est vite fait, quoi. C'est bonjour, voilà. Et après, bon, je lui ai parlé d'association. Et c'est tout. Est-ce que tu penses que les gens qui t'ont envoyé ces courriers, qui ont des retours positifs, entre guillemets, c'est pas des gens qui ont déjà un avis, c'est-à-dire est-ce que c'est pas compliqué de convaincre, entre guillemets, les gens qui pensent que l'islam ou la violence c'est quelque chose de négatif? Est-ce que tu penses que les mentalités peuvent être changées à ce point-là? Parce que moi je suis désespérée, je me dis que c'est tellement normal de ne pas être choqué par tout ça, mais il y a quand même une partie comme des gens qui vous ont agressé à Nice. Est-ce que ces gens-là peuvent vraiment... tu vois, c'est comme les politiques, je pense que Duflo vont aller dans un état d'esprit. Voilà, mais est-ce que les gens peuvent changer d'avis? J'ai l'impression que ceux qui vont avoir de l'empathie pour toi, c'est des gens qui sont assez ouverts et qui comprennent et qui sont comme nous. On est tous pareils, c'est pas une question de qui n'ont pas, mais on est humains, voilà, on est humains, quelles que soient nos origines, notre religion. Est-ce que c'est pas compliqué de convaincre Je pense qu'il y a certains degrés de personnes ignorantes, malheureusement, il faut dire ce qui est, parce que voilà, pour moi, ils ne connaissent pas réellement, donc il leur manque une information, on va dire. Et je pense que oui, il y a des personnes faciles pas convaincre, mais oui, que j'ai pu changer, qui m'ont dit. Je me souviens encore de lorsque j'avais rendu mes épreuves à la directrice de l'édition de la Martinière. Et je me souviens au téléphone qui me dit voilà, donc on va commencer à travailler, imprimer, etc. Donc, voilà. Et elle me dit en tout cas, je voulais juste vous dire une chose. Sachez que, elle parlait de elle et de mon attaché de presse. Elle me dit sachez que vous en avez changé au moins 2. Et donc je pense que oui, donc, là avant même que le livre sorte, j'ai déjà eu confirmation qu'on peut changer certaines personnes. Et Elena Poulier elle-même m'a dit j'avais des a priori, on n'a pas développé, elle m'a dit j'avais des a priori. Mais c'est vrai que voilà, dès qu'on s'est rencontrés, on était super copines. Et voilà, donc voilà, il y a des personnes. Ça fait, je pense que c'est important d'en parler. Et oui, il y a des personnes qui peuvent changer comme d'autres non, mais il faut toujours rester dans le positif et se dire que l'essentiel c'est de positiver. J'ai une question. Là en ce moment on parle de ce qui s'est passé à Toulouse et
il y a la maman du militaire qui s'appelle Latifa, je ne me rappelle plus de son nom de famille, Benziaten, et on l'a beaucoup vu dans les médias. Moi, je ne savais pas trop, je ne la connais pas personnellement. Je regardais ça un peu de loin. J'avais l'impression, pour moi, j'ai encore un petit doute, malgré que je suis parti voir son film il n'y a pas longtemps, le documentaire, il y a 2-3 semaines, et que ça m'a fait un peu changer d'avis sur le truc. J'avais rien, je pensais que c'était marrant, enfin voilà, son fils. J'avais pensé sincère, mais après, je me suis dit peut-être que, bon, à ton âge, elle connaît un peu tous les mécanismes, et je l'ai vu dans des institutions comme le CRIF, des choses comme ça, et j'avais l'impression qu'elle était un peu instrumentalisée, un peu manipulée parfois. Alors, pour dire ça c'est des bons musulmans, ça c'est pas un bon musulman. Elle parlait d'islam, et lorsqu'elle parlait de son voile, par exemple, elle disait c'est pas un voile, c'est un foulard que je mets depuis que j'ai perdu. Voilà. Et tu vois, j'ai l'impression machin. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as été toi approché? Est-ce qu'on a essayé de te récupérer? Est-ce que tu sens qu'on a essayé de te manipuler? Tu vois, est-ce que ça t'est arrivé ça? Honnêtement, non. Je sais pas si c'est parce que je crie haut et fort que mon voile il est de raison par rapport à ma foi et par rapport à mon deuil. Mais non, je n'ai pas été approchée d'un point de vue. Toutes mes approches, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui ont été bienveillantes. Après, oui, j'ai eu des projets internationaux, je peux pas dire plus, mais que je commence à réfléchir sur la question. Mais c'est vrai que je pèse toujours pour et le contre, et jusqu'ici, non, pas de choses malveillantes. En tout cas. Justement, par rapport à la question du voile que Nabil a évoqué, est-ce que toi, par exemple, il y a certains médias qui t'ont dit que c'était illogique que tu portes le voile et que tu te dises que voilà, etc., les terroristes ne sont pas musulmans. Est-ce qu'ils t'ont rappelé que ça, c'était pas logique? Que tu portes le voile et que tu défendes cette cause? Au niveau des médias, non, j'ai jamais posé cette question-là dans le sens, c'est pas contradictoire, non, c'est plus des trolls ou des choses comme ça qui disaient oui, mais si vous parlez des terroristes, enlevez le fichu sur votre tête, des choses comme ça. Mais sinon, non, j'ai pas. Au niveau des médias, non. Enfin, les gens, ils ont respecté mon voile et. Ça va aussi, franchement, je suis contente jusqu'ici. Dieu merci. Tous les médias que j'ai pu faire ont fait l'impasse. Enfin, ils m'ont posé forcément de questions sur mon voile. Après, oui, on est obligé de quelque part dire que personne m'a forcé, que c'est un choix personnel, que y a plein de choses comme ça, que c'est une chose que j'ai mesurée et que j'ai décidé de faire et que je travaille avec aussi. Donc mais sinon, en général, non, pas de questions comme ça. Ouais. Par rapport aux autres familles victimes aussi que vous avez rencontrées, est-ce qu'il y a eu des choses dures de leur part aussi? Vous avez vécu la même chose, vous avez la même douleur, mais est-ce que vous avez quand même des mauvaises paroles? Non, il n'y a pas de... C'est vrai que même lorsque je cherchais ma mère, justement, les premiers jours, je suis allée forcément à la cellule de crise des victimes et j'avais peur d'y entrer au début. Et bizarrement, non, j'ai pas eu. Enfin, tout s'est bien passé, quoi. Pas un regard, pas. Non, tout le monde est. Enfin, voilà, on partageait tous la même peine. Donc, au niveau des victimes, j'ai jamais eu de reproches ou quoi que ce soit. Et quelle est la position de ta fratrie par rapport à la publication du livre? Est-ce qu'il y a eu des refus? Est-ce qu'ils souhaitaient passer sous silence plus que... Non, tout le monde était content. Je leur annonçais que j'avais reçu le mail. J'étais au Maroc, après l'enterrement de ma mère. Et lorsque je leur ai dit, non, ils ont tous, voilà, ils étaient tous contents, ils ont tous sauté de joie. Et depuis, ils sont derrière moi, quoi, toujours. Ils soutiennent toujours à chaque fois qu'il y a une télé ou quelque chose. Enfin, voilà, mais sinon, non, ils me soutiennent tous. Ouais. Ils n'ont pas encore lu, Non, ils l'ont. En fait, le jour de la sortie, j'étais descendue à Nice et je leur ai offert, enfin le jour de la sortie, une semaine après, je leur ai offert le livre et ce soir-là, je suis sortie. Je rentre à la maison et je les vois tous en train de pleurer. Je me dis, qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit, non, mais on a lu de page. Je dis, pourquoi vous l'avez lu? Je suis même pas moi. Enfin, quand j'ai fait les épreuves, enfin, voilà, j'ai relu,
c'est encore difficile. Enfin, je dis, mais il fallait pas dire, il fallait dire au milieu. Enfin, je veux dire, vous m'aurez dit, je vous aurais dit à quel chapitre commencer. Et depuis, non, ils l'ont pas lu, ouais. Il y a beaucoup de personnes, moi j'ai pas encore eu la chance de lire, c'est bien qu'il y ait des personnes qui ont envie qui soient là. En tout cas, ouais, c'est pas la première fois qu'on dit ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah mais Hanan Chahiri, justement j'ai essayé de lire son livre, j'étais obligé de le refermer dans le train parce que je me mettais à pleurer tout seul, et même des hommes, pas des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose, je sens que je vais attaquer ce soir. Je voulais savoir justement, peut-être que j'ai raté un petit passage, mais justement par rapport à ta famille, comment se fait comment tu as été amené toi justement à être cette porte-parole un petit peu d'une certaine manière? C'est ce que ça s'est fait naturellement ou justement il y a eu un choix familial en disant écoute Hanan qui l'a mieux placé pour parler aux médias Non, ça s'est fait. En fait, on est 7 frères et sœurs. Et les 4 premiers, pendant le deuil, donc lorsqu'on n'était pas encore parti au Maroc, on était les 4 à avoir gardé la tête froide en fait. DNLC, disons-nous les choses, on a à Sarcelles à l'événement Bibliothèse. L'invité aujourd'hui était Hanan Chahiri. Et il y a eu un intervenant, un grand slammer de Sarcelles, Monsieur Eladj, Lord Crème, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ça va tranquille mon frère. Dis-nous un peu comment t'en es venu au slam. Je sais qu'en off tu m'as dit qu'à la base tu rappais et finalement tu t'es rendu compte que le slam c'est plus efficace. Dis-nous tout. C'est plus efficace parce que c'est juste l'oreille et les mots. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'artifice. C'est toi et le public. Voilà. Et les thèmes que tu abordes, dis-nous. Enfin, je suppose que l'inspiration vient de ton vécu, de ces choses-là. Parle-nous un petit peu de tout ça, de ton vécu. Le thème, c'est la vie en gros. Voilà. Dans la vie, il y a des bons, il y a des mauvais, donc on décrit ce qu'on peut décrire. Et le thème général, c'est on doit s'en sortir. On ne peut pas rester comme ça. Que ce soit avec les mots, les écrits ou même avec les cris du fond du cœur, mais on ne peut pas rester comme ça. À un moment donné, il faut se réveiller, les frères et les sœurs, les pères et les mères, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tu viens de Sarcelles. Sarcelles, c'est une ville qui a un vécu, qui a toute une histoire, notamment en termes de rap et même en termes de plein d'autres choses. Dis-nous comment tu vois le Sarcelles d'aujourd'hui et le Sarcelles d'avant. Le Sarcelles d'aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais les grands frères sont partis. Ouais, ils sont partis les grands frères, et donc les petits sont livrés à eux-mêmes, avec les problèmes de la société. Voilà, il n'y a plus de grands frères pour raisonner, pour orienter les petits frères, quoi. Donc c'est comme ça. Maintenant, les petits frères qui sont livrés à eux-mêmes essayent de vivre leur propre histoire pour pouvoir se relever ou pas. Comme nous, les grands frères aussi, on a vécu, et ainsi de suite. C'est une boucle, en fait. C'est une boucle. Et le Sarcelles d'hier, dis-nous en quelques mots comment il était. Sarcelles d'hier, je veux te dire une chose. Le respect. Il y avait le respect. Dans n'importe quel quartier où tu allais, c'était le respect. Tu déconnes, tu parles à un grand frère de là-bas, il vient, il t'attrape, il te met bien, c'était fini. Aujourd'hui, on a perdu ce mot-là, le respect. Mais Sarcelles à l'époque, franchement, c'était bon à vivre. Il y avait la joie, ok, il y avait les embrouilles et tout ça, mais c'était la bonne vie, franchement, la très très bonne vie. Tu m'as dit que tu étais arrivé en France à 7 ans, de la Guinée. Quel souvenir tu as de la Guinée? Est-ce que tu y es retourné depuis? Je suis retourné, je suis arrivé à 7 ans, je suis retourné à 37 ans. Donc, vous faites le calcul. C'est vite fait, ça fait 30 ans d'absence à ma terre. Mais je suis retourné, frère. Je t'ai dit, j'ai atterri. J'ai posé mes bagages, j'ai commencé à prier. Les soldats sont venus, m'ont braqué. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh frère, ça fait 30 ans que je ne suis pas venu là. Ils ont reculé, ils m'ont dit, vas-y frère, fini. Quand j'ai fini, ils m'ont dit, toi, t'es un homme. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis revenu voir mes cousins. Ils m'ont dit, mais quel cousin? Je dis, mes cousins, je les vois toute la nuit quand je dors. J'ai rien oublié du pays. Ils m'ont dit, toi là, petit, t'es pas seul, t'es habité. Je dis, merci. Et t'as fait un texte, justement, qui parle un peu de ton retour au pays, qui s'appelle Rien n'a changé. Parle-nous un petit peu de ton texte et qu'est-ce qui t'a inspiré concrètement et directement pour écrire ce texte, quand t'étais au bled là? Là, la question que tu me poses, elle va me toucher. Peut-être qu'elle va me toucher d'autres qui ont peut-être la même histoire que moi. Voilà. Donc comme je disais, je suis arrivé à 7 ans. Je suis né là-bas, j'ai joué là-bas, tout nu, comme les gens ils voient dans les films, là, les petits noirs avec le zizi à l'air. Ok si vous voulez, mais on était chez nous, on était heureux, on avait besoin de rien, on vivait de ce qu'on avait. Bon bref, je suis arrivé ici à 7 ans, j'ai vu les bâtiments, les gens, ils ne disaient pas bonjour, je trouvais ça bizarre. Mais bon bref, je suis resté là, j'ai eu des galères, j'ai dormi dehors pendant un certain temps de ma vie, mais bon ça c'est une histoire de ma vie. S'il fallait le refaire, je le referais parce qu'aujourd'hui je suis là. Et c'est grâce à ce que j'ai vécu que je suis là.
En bon ou en mauvais, il faut être toujours debout. Bon bref, je suis retourné au pays 30 ans après. Mes cousins me disaient, mais oh là là là, oh, hop, ok, on roule comme ça, on va dans mon village natal. Mon cousin me dit, tu te rappelles ce qu'il y avait là? Je fais, oui, il y avait un rond-point. Il s'est arrêté, il a mis un coup de frein à main, il m'a dit, mais t'es malade toi? Ça fait 30 ans que t'es pas là, tu te souviens de ce qu'il y avait? Je dis, mais frère, c'est dans mes ADN, je suis pas né en France, je suis né ici. On a joué ensemble, on a mangé ensemble, on a pleuré ensemble, on a ri ensemble. On m'a dit, ah frère, t'es un fou. Il continue, il me dit, mais autour du rond-point, au milieu du rond-point, il y avait quoi? Je dis, frère, il y avait l'éléphant, l'emblème du pays. Là, il s'est arrêté, il m'a dit, toi, là, t'es pas seul. Je dis, oui. Je dis, tous les soirs, je voyage. Voilà. Dis-nous où on peut te retrouver, où on peut retrouver un peu tous tes textes et tes œuvres. Je sais pas que je suis un peu radin. C'est dur de bosser à deux, frère. Voilà, on est que deux, quoi. Déjà, ce que je dégage, c'est énorme. Je sais même pas comment moi-même j'arrive à contenir tout ça. Voilà, quoi. Mais bon, sinon, il y a Facebook. Facebook personnel, c'est Touré Eladji. E-L espace H-A-D-J-I. Disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. On est à l'événement Bibliothèse. L'invité du jour était et est Hanan Chahiri. Comment vas-tu? Alhamdoulilah, merci. Ça va très bien. Oui, impeccable, ouais. Merci. Donc, rappelons un peu qui es-tu, rappelons un peu quelques faits. Tu as perdu ta maman suite à l'attentat de Nice le 14 juillet dernier. Tu as malheureusement essuyé de malheureuses réflexions de la part de citoyens malveillants, du style ça en fait une de plus, et j'en passe, j'ai même pas envie de revenir dessus. Est-ce qu'on peut dire que tu es la preuve vivante que l'écriture est une thérapie? Car, je le précise, tu as sorti un livre entre-temps pour retranscrire un petit peu ton histoire et on va revenir dessus. Je sais pas si... Je pense que je suis peut-être une des preuves parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui ont écrit, qui ont posé leurs mots dans des pages et qui ont publié ça ensuite. Donc oui, je fais partie de ces personnes qui prouvent que ça fait énormément de bien et que ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement de ma thérapie, de ma reconstruction. Et justement, dans ton livre, tu ne parles pas que du fait malheureux qui est arrivé, mais tu en profites un petit peu pour quelque part questionner la France sur ce qui se passe en France avec les musulmans, la situation dans les quartiers et autres. Parle-nous-en un peu. C'est vrai que malheureusement, le drame a eu lieu pendant et encore au milieu de cette tension en fait, qui a monté suite aux attentats l'un après l'autre. Et l'attentat de Nice a été malheureusement dramatique, mais il a surtout prouvé qu'il y avait un tiers de musulmans en fait, qui faisaient partie de ces victimes. Donc quelque part, ça a un peu aidé à apaiser les tensions. Et c'est vrai que j'essaye de calmer, pas moi toute seule, mais c'est vrai que oui, quelque part, c'est un questionnement et c'est un raisonnement que j'essaye d'accomplir et de faire comprendre. Moi, en tant que musulmane française, citoyenne, je veux dire, voilà, tout est compatible, j'ai pas de problème avec ça. Et en gros, faut pas se tromper d'ennemi, quoi. C'est surtout le message, c'est ne pas se tromper d'ennemi, et c'est un grand appel à la tolérance aussi. Ton livre s'appelle La mère patrie. Tout à l'heure, il y a Eladj, le slammer, qui a décelé l'anagramme Ma mère partie. Et explique-nous un petit peu le titre de ton livre. Donc le titre de mon livre, c'est mon mari qui l'a trouvé, La mère patrie. Je cherchais vraiment un titre qui rassemble les deux hommages que je voulais rendre dans ce livre, qui est ma mère et ma France. La République dans laquelle j'ai grandi, avec qui je n'ai jamais eu de problème. Et ma mère qui m'a toujours élevée avec dignité, tolérance et respect. Donc voilà, c'est en cherchant un titre, mon mari m'a trouvé Ma mère patrie et qui fait l'anagramme de Ma mère partie. Très très belle trouvaille et c'est original, c'est original. Si on revient un petit peu sur la sécurité concernant le jour de l'attentat, on va revenir un petit peu dessus, mais on sait qu'il y a une policière qui a dénoncé les failles de la sécurité lors de l'attentat et qui a été vite écartée. Est-ce que tu as pu quelque part, enfin je suppose que tu n'as pas pu rentrer en contact avec elle, mais est-ce que tu as pu rentrer en contact avec cette personne à un moment donné? Non, je ne l'ai pas du tout rencontrée. J'ai oublié son nom.
Je n'ai pas du tout rencontré, mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé tout simplement Sandra Bertin, c'est ça. Sandra Bertin, j'ai trouvé très courageuse, honnêtement, ce qu'elle a fait, c'est absolument courageux et qu'en plus derrière, on continue en plus à l'attaquer pour diffamation. Mais franchement, je trouve ça très grave, mais comme on dit, malheureusement, la meilleure défense, c'est l'attaque. La seule chose qu'ils ont trouvé à lui dire, alors qu'elle a juste décidé de ne pas mentir aux victimes, et je pense qu'ils devraient juste en faire de même. Et de toute façon, je pense que voilà, je laisse la justice en fait faire son travail. C'est vrai qu'elle met du temps, mais elle a besoin de ce temps pour trouver vraiment toutes les failles qui, j'espère, on pourra voir un jour ce qui s'est réellement passé, malheureusement. Tu as fondé une association directement. Voilà, tu t'es relevé. Voilà, comme on dit, on pleure un bon coup et on se relève. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et tu as créé une association des victimes, de prévention et des victimes de cet attentat. Parle-nous-en un peu. Donc l'association s'appelle Ma Mère Patrie, comme le livre. Elle a pour but de soutenir les victimes de terrorisme, donc d'un point de vue juridictionnel, d'un point de vue psychologique, vraiment aussi même, s'ils veulent juste parler, on sera là, quoi. Et aussi la prévention contre la radicalisation. Donc je cible concrètement les jeunes qui ont décroché de la société. Donc de la prévention, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore tombés dans ces mauvais filets. Donc j'espère les rattraper, au moins en rattraper un en fait. Je pars avec l'ambition d'en rattraper qu'un seul, parce que je me dis que peut-être derrière un seul, il y a 86 victimes, 102 qui sont épargnées. Donc vraiment voilà, c'est mon principal but. Et l'action principale, du coup, ça sera le voyage humanitaire. Les emmener en voyage humanitaire pour qu'ils réalisent qu'ils ont encore les cartes en main, qu'ils ont encore le choix, qu'ils sont encore jeunes, qu'ils ont encore énormément de capacités et de facilités dans leur pays qu'ils ne verront pas dans d'autres pays. Tout à l'heure, lorsqu'on était en conférence, tu parlais du fait que, bien heureusement, les médias ne t'ont jamais, montré du doigt par rapport au fait que tu sois voilé ci et ça. Selon toi, c'est dû à quoi? C'est dû à ta personnalité, c'est dû c'est dû à quoi qu'ils t'ont pas montré du doigt alors qu'on sait très bien qu'il y a un débat sur le voile depuis 10-15 ans et qui est très 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 redondant. Je pense honnêtement que c'est tout simplement de la bienveillance de leur part, tout simplement. Mademoiselle, je te remercie. Que peut-on te souhaiter pour la suite? Merci beaucoup. Merci à vous de me recevoir et de m'avoir accordé cet entretien. Et bon courage à vous aussi pour la suite. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt.